En achetant ces billets pour le Chili, je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait. Je savais juste que j'allais partir en voyage pendant 2 mois en sac à dos, seul, avec comme unique plan de vivre au jour le jour et d'apprendre l'espagnol. Et pourtant ce qui m'attendait, c'était les 2 mois les plus dingues de ma vie. 2 mois de vadrouille, de rencontres et d'aventures que je n'oublierai jamais et qui, je l'espère, vous donneront l'envie de partir à la découverte de l'Amérique du Sud. On est monté à 5200 mètres. Après une escale à Sao Paulo, la cordillère des Andes se dessine enfin devant moi. Majestueuse, elle est la porte d'entrée vers le Chili et sa capitale, Santiago. En croissance économique depuis quelques décennies, cette ville est devenue une véritable métropole moderne. On y retrouve par exemple la Gran Torre Santiago, qui est le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Sud, avec ses 300 mètres de haut. Le paysage urbain de Santiago, lui, est formé par des collines indépendantes, les cerros, comme on les appelle là-bas. Et la ville est traversée par la rivière Mapocho, qui honnêtement ne donne pas très envie de s'y baigner. Un peu plus au loin, on peut distinguer la cordillère des Andes, qui est malheureusement dissimulée derrière un gros nuage de pollution. Si Santiago est le poumon économique du pays, on y découvre en s'y perdant un petit peu des quartiers plus traditionnels, aux peintures murales extravagantes. Ces endroits comme le Barrio Bellavista regorgent de vie et il y fait très bon y sortir pour boire un verre et ensuite finir dans des clubs gigantesques où ne passe pratiquement que du reggaeton. Non, sérieusement, les mêmes musiques passent en boucle partout là-bas. C'est pas une photo, c'est... Oh merde, c'est une vidéo. Oui. En arrivant, j'ai eu la chance d'être accueilli par Méline, une fille que j'avais rencontrée en soirée en France et qui vit aujourd'hui à Santiago. Et dès le premier week-end, elle m'a proposé de partir avec sa coloc Cecilia sur la côte à Valparaiso, qui se trouve à environ 1h30 en bus de la capitale. Je n'ai pas vraiment eu le temps de visiter la ville car j'étais trop occupé par des activités, disons, culturelles. Mais j'ai pu m'essayer au surf sur un spot pas très loin à Viña del Mar et c'était vraiment stylé. De retour à Santiago, j'ai eu la chance de très vite me faire des amis chiliens. Et les 3 premières semaines de mon voyage sont passées à une vitesse juste folle. C'est pour le YouTube mondial. Ah, mais dis-moi quand c'est des vidéos. Vous vous souvenez de Méline? Quand elle m'a proposé de l'accompagner pour une semaine à Rio de Janeiro, j'ai dû lui répondre quelque chose comme ça. Allez, feu, j'ai étudié le portugais pendant 1 an en école d'ingénieur. T'inquiète, je sais dire bonjour, je m'appelle Ulysse, je suis français et une bière s'il vous plaît. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un avion, direction le Brésil.
Bon, que dire de Rio? Entre le Christ Rédempteur qui domine la ville, le stade Maracana, temple du football, la plage emblématique de Copacabana ou encore d'Ipanema, c'est sûr, cette ville est carrément mythique. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle de passer Noël sur la plage de Copacabana sous plus de 30 degrés. Au passage, le football est une véritable institution là-bas, et vous trouverez plein de gens qui jonglent en groupe en une touche de balle le long de la plage. Je comprends maintenant pourquoi on appelle ça une brésilienne. On n'a pas eu beaucoup de chance sur le temps, mais si vous avez l'occasion d'y aller, il paraît que les couchers de soleil en haut du pain de sucre valent vraiment le coup. Ce mont, ou Pão de Açúcar en portugais, est un pic de granit de 400 mètres à côté de la plage. On y accède en téléphérique, et au passage, c'est pas vraiment donné. Mais une fois en haut, la vue vaut vraiment le coup. Bref, avouez que ça en jette. Je ne pouvais pas visiter Rio sans passer par son fameux Christ Rédempteur, considéré aujourd'hui comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Là, vous avez 3 options. Soit vous montez en train, soit en bus, soit à pied à travers la jungle attenant à la ville. Et évidemment, on a vite fait notre choix. Ah bon? C'est pas la plus facile de monter. J'en peux plus. Bien qu'éprouvante, la montée était vraiment très cool et on a pu faire des photos vraiment stylées sur le chemin. Et enfin, à l'arrivée, le Christ nous ouvrant les bras, et puis une vue à couper le souffle sur la ville. Après cette escapade brésilienne, il était temps pour nous de rentrer à Santiago, de fêter la nouvelle année comme il se doit et de redécoller 2 jours plus tard pour le Pérou. Ah oui, le Pérou. En fouillant, j'ai retrouvé le message qui m'a amené là-bas, et voilà comment ça s'est passé. En arrivant à Lima, j'ai vite été frappé par les 2 visages de la capitale. D'un côté, le Lima moderne du centre-ville avec son centre historique, vestige de la ville la plus importante des territoires sous domination espagnole en Amérique du Sud jusqu'au XVIIIe siècle. Et de l'autre, un Lima très pauvre en banlieue, qui prend des airs de bidonville et qui s'étend dans la précarité sur des kilomètres. Je voulais profiter de ce moment pour vous parler un petit peu d'insécurité. J'ai beaucoup été mis en garde avant de partir, et pourtant je ne l'ai ressenti qu'à travers les nombreuses forces de police présentes un peu partout. Alors certes, les violences existent, et peut-être un peu plus que dans nos cocons européens, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre son sac à dos et partir à la découverte du monde. En plus, vous pourriez passer à côté de choses comme ça. Et ça, ce n'était que Lima. Attendez de voir ce que réserve Cusco et sa région. Je suis littéralement tombé amoureux de cette ville.
Perché à 3400 mètres d'altitude, Cusco semble juste hors du temps. Sérieusement, j'ai vraiment adoré déambuler dans ces rues, croiser des animaux, parler avec les locaux, ou encore rentrer dans des magasins tenus par des petits péruviens. Je dis petit parce que vraiment, les gens sont tout petits là-bas. Je crois que les hommes péruviens mesurent en moyenne 1m65, ce qui parfois donnait des situations plutôt cocasses sur les photos. S'ils sont petits en taille, en tout cas ils ont un grand cœur, et en grimpant un peu sur les hauteurs de la ville, on a rencontré des enfants avec qui on s'est bien amusé, et à qui on a fait découvrir le drone, le temps d'un coucher de soleil. Cusco, c'était la capitale de l'Empire Inca, et avec la découverte du Machu Picchu en 1911, qui figure aussi aujourd'hui parmi les 7 nouvelles merveilles du monde, eh bien forcément le tourisme s'y est beaucoup développé. La région regorge de vestiges, et notre première excursion allait nous amener tout droit dans la vallée sacrée des Incas. Réveil à 6h du matin, et c'est parti. Ah oui, il faut que je vous parle de ces pierres. Les Incas les ajustaient parfaitement les unes dans les autres, et sans ciment. Cette forme irrégulière a l'avantage de très bien résister aux tremblements de terre, et on peut trouver à Cusco une pierre qui possède jusqu'à 12 angles. Et dire que les Incas ont construit ces monuments sans aucun outil en fer pour tailler les énormes blocs, et sans un émau de trait pour les déplacer dans ces montagnes, perso, je trouve ça dingue. Le lendemain, le réveil à 4h du mat était particulièrement dur, et nous voilà embarqués pour 3 heures de bus à travers les montagnes en direction de Vinicunca, surnommée la Montaña des Siete Colores, ou montagne aux 7 couleurs. Ce trajet était fou. On passait dans des endroits vraiment perdus, où des enfants montaient dans le bus pour éviter de marcher entre les différents villages. Et une fois arrivé... J'ai eu un effet waouh devant ce coucher de soleil à Dirolae en Islande. J'avais eu un effet waouh en rentrant dans la cave d'émeraude en Thaïlande. J'en avais eu un autre en pénétrant dans la basilique Saint-Marc à Venise. Et là, c'est juste incroyable. Ok. L'objectif, il est ici. Allez, on y va. On progresse. On est monté à 5200 mètres.
Je fais partie de ces gens qui pensent que le Machu Picchu ça se mérite. Alors plutôt que de prendre un train à 150 € aller-retour depuis Cusco, nous voilà de nouveau, Méline et moi, dans un minibus pour 7 heures de route en direction de Hydroelectrica. Une fois là-bas, il faut rallier à pied Aguascalientes, le petit village à proximité du Machu Picchu. Allez, on est parti! La rando est vraiment sympa, et il faut suivre les rails du train qui dessinent un chemin à travers la jungle. Le contraste est assez dingue entre les aménagements pour amener les touristes et cette nature qui semble encore maîtresse des lieux. D'ailleurs, on peut y faire de jolies rencontres, et des moins belles, comme la pluie qui s'est invitée au milieu du chemin. Si ça, c'est pas l'aventure. Une fois arrivé à Aguascalientes, il est l'heure de se reposer auprès du feu, parce qu'il faudra tout refaire en sens inverse le lendemain. Mais avant ça, il y a le Machu Picchu, et il fait partie de ces lieux où une image vaut bien mieux que 1000 mots. Cette dernière expédition marque la fin de mon aventure au Pérou. Du moins, ça, c'est ce que je croyais. Bon, mon vol Cusco-Lima a été annulé. Et du coup, je vais rater ma connexion Lima-Santiago demain matin. Et le prochain vol qu'il me propose pour aller à Lima depuis Cusco, c'est dans 2 jours. Donc 2 jours de plus à Cusco, on va voir ce qu'on va faire. Et puis il va falloir que je trouve un autre vol. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer à Santiago, mais on va bien trouver. Restons optimistes, j'aime bien Cusco, donc c'est la merde un peu quand même. Mais bon, allez, ça va le faire. Alors, allons-y. Allons trouver un hostel. Cusco, c'est ça qui est bon. 2 jours plus tard, j'ai réussi à rentrer à Santiago, et en arrivant, il s'est produit ça. En soirée au Chili, et on est en plein milieu d'un tremblement de terre, et en haut de l'immeuble, il y a tout qui bouge, et c'est assez impressionnant. Impressionnant, ça c'est sûr, mais ça ne nous a pas empêché de fêter comme il se doit l'anniversaire de Méline, Cecilia et Alonso, avec évidemment une nouvelle soirée placée sous la suprématie du reggaeton. Et puis je suis arrivé à la Casa Loja. Cet hostel est un véritable trou noir au centre de Santiago. Il fait partie de ces lieux où l'on ne veut plus jamais partir, et j'y ai rencontré des personnes qui sont devenues de véritables amis là-bas. J'ai même annulé mon voyage en Argentine pour rester 1 semaine de plus avec eux. Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter des nouveaux lieux, c'est aussi rencontrer des personnes extraordinaires. Et à vous qui regardez cette vidéo, n'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de prendre votre sac à dos et de partir à l'autre bout du monde, même seul, même sans aucun plan. Parfois, c'est comme ça que les aventures les plus folles commencent.